Je trouve que les conseils de vente, enfin, ça change beaucoup. Mais en tout cas, quand j'ai commencé, je trouvais qu'ils étaient nuls. Est-ce que le partenariat, justement, tu peux pas en faire un contenu qui, du coup, deviendrait quelque chose de scalable? Qu'on ait un contenu sales européen, français si tu veux, qui soit assez qualitatif pour nos problématiques à nous. Même économiquement, comment tu Ouais. fais? Parce que tu vas pas avoir, sur tes 30 sales, ils vont pas tous avoir cette finesse d'esprit, tu vois. Hello Laetitia, Hello Valdi, j'espère que tu vas bien. ça va et toi? Bah écoute, Je très contente suis de te voir. très honoré que tu m'aies choisi pour cet épisode spécial. Tu approches les 100 épisodes de podcast, de contenu de manière générale, ou de podcast. Euh, et, euh, et c'est l'occasion de faire une espèce de bilan, un peu, d'avoir toi ta vision des choses sur la niche vente, sur ce que tu pratiques, sur les échanges que tu as pu avoir Ouais. dans ce podcast. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur toi. Qui est Laetitia? Comment tu en arrives à faire ce podcast? Pourquoi? D'où ça vient? Et après, j'aurai d'autres questions sur notamment qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne de ces presque 100 épisodes. Yes, bah déjà merci d'avoir accepté, tu vois, de faire cette interview. Du coup, bah moi je suis Laetitia Fall. Du coup, j'ai cofondé un petit moment maintenant une boîte qui s'appelait C-Cube en 2014, qui était le début de la Startup Nation. Du coup, j'ai monté la boîte de A à Z. J'étais plutôt sur la partie commerciale. Donc, c'est une boîte que j'ai cofondée avec 3 autres personnes. Et on l'a poussée jusqu'à 60 collaborateurs, jusqu'à la revendre au groupe Hello Work. Donc, forcément, on va dire que ça a duré 7 ans, cette aventure. Et pendant 7 ans, bah, je suis passée de première sales, hein, forcément, à gérer une équipe commerciale. Et j'avais 2 modèles économiques, donc j'avais 2 teams. Une qui s'occupait de la partie plutôt vente de produits à des écoles et des universités, et les autres à des entreprises, des grands groupes. Donc voilà globalement. Ensuite, après cette vente-là, ça m'a beaucoup drainé, on va dire, cette aventure-là. Mais après ça, bah, du coup, en fait, j'ai pris un peu de temps pour moi. Et en fait, tout de suite, je me suis dit, bah, entre ce rachat et la suite, j'ai besoin de temps en fait pour réfléchir à ce que j'ai envie de faire. Ouais. Et donc je me suis dit, mais par contre, tu as appris quand même pas mal de choses. Ce serait pas mal en fait d'en faire profiter des gens. Donc j'ai commencé en même temps en me disant, écoute, je lance un podcast. Et je l'ai lancé genre un mois avant de partir vraiment de la boîte que j'avais cofondée, en disant, bon, bah voilà, je pars pour une nouvelle aventure. Mais en attendant, bah, je vous partage en fait tout ce que j'ai appris, etc. Donc au départ, j'ai commencé le podcast toute seule. Ok. La plus grosse erreur. Faut pas faire ça. Tu penses? Ouais. Au début, faut pas faire ça. Quand t'es personne, faut pas faire ça. Là, j'ai fait le podcast. Je crois qu'au début, parce qu'en fait, c'est important de le dire. Je fais le podcast, je crois que je devais avoir au début, premier podcast, une centaine d'écoutes, deuxième podcast, 100 écoutes, troisième podcast, 105 écoutes, quatrième, C'est bien, cent mais. cinquante écoutes. C'est rien. D'ailleurs, tu mets beaucoup d'énergie à travailler ton script, à passer les messages. Bon, après, j'avais une monteuse, etc. Au départ, il était que audio, il n'y a pas de la vidéo. Et ensuite, bah, tu vois, tu mets beaucoup d'énergie dans la distribution. Tu te dis, bon, toute cette énergie-là, franchement, ça me prenait vraiment du temps. Hein, parce qu'au départ, enfin voilà, et bah, je trouvais que voilà, c'était compliqué. Et en fait, j'avais écouté d'autres podcasteurs qui disaient qu'ils avaient fait la même connerie. Mais moi, je m'étais dit, bon, ouais, moi, j'ai des trucs intéressants à dire, vas-y, ça. Moi, les gens vont m'écouter. Toujours le truc que tu vois, tu crois que t'es mieux que les autres. Et en fait, non, c'était le même fail. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais écouter un peu ce que ces podcasteurs disaient. C'est-à-dire d'avoir des invités, en fait, tout simplement, pour, en fait, bénéficier de leur audience à eux et faire connaître mon podcast. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai commencé par Laurent Sébarek, notamment, qui a bossé chez Monster, qui était un sales que je connaissais très bon, etc. Et il travaillait, il était sales coach chez Winning by Design. Euh, Peut-être les gens ne connaissent pas, mais c'est une grosse école de formation aux US qui a accompagné toutes les scale-up qui sont connues aujourd'hui, avec des méthodes de vente notamment comme Spiced, etc. Donc ils étaient vraiment focalisés sur le SaaS. Et donc je me disais, en fait, c'était pas mal de l'inviter. Et le podcast a bien marché. Et en fait, c'est à partir de là où j'ai commencé à avoir des invités. Donc j'ai arrêté le côté solo. Ok. Et du coup, le podcast a commencé à prendre vraiment bien. Et donc maintenant, je reprends le solo. Et du coup, maintenant, ça fonctionne mieux parce que forcément, bah, du coup, j'ai une audience, quoi. Mais voilà comment ça a commencé. Est-ce que le podcast, il t'a apporté tout de suite, alors au-delà de ces épisodes seuls, est-ce que tout de suite tu as senti que ça t'a apporté quelque chose, que ce soit professionnel ou en termes d'expérience?
C'était quoi peut-être Bah, ce que si, tu bah en déjà, retiens? bah parce que la suite, tu vois, comme je te disais, bah en fait, entre le moment où je pars de ma boîte et je trouve ma nouvelle mission, ma nouvelle aventure, bah du coup, je fais ce podcast-là et c'est ce podcast qui me donne, enfin, en gros, vendu, c'était un podcast, c'est devenu ma boîte, quoi, en fait, que je gère en solo. Donc, en fait, j'ai eu dans les 100 personnes des boîtes qui ont écouté Tu vois? l'épisode et qui m'ont dit ah, mais tu sais, en fait, t'es parti, c'est pertinent, voilà, on a des choses à faire, etc., à régler dans notre boîte. Est-ce que tu veux bien nous accompagner? Donc, c'est comme ça que j'ai lancé mon activité au départ, tu vois, en freelance. Et c'est comme ça ensuite que bah, petit à petit, j'ai mûri l'idée, tu vois, de monter une boîte en solo qui aide du coup les entreprises à atteindre leurs objectifs commerciaux et petit à petit vraiment focaliser sur le closing. Donc clairement, mon podcast est devenu une boîte. Donc ça clairement, ça m'a apporté clairement bah, ma nouvelle mission. Donc voilà. Et j'imagine des rencontres aussi avec des personnes Énormément, ouais. peut-être avec qui tu n'aurais pas pu avoir accès, à qui tu n'aurais pas pu avoir accès, etc. Et donc, Bah, complètement. Déjà, je pense, quand tu invites des gens, bah, tu invites des gens de boîte. Si tu leur dis, viens, on se parle, on va prendre un café, les gens n'ont pas le temps. Quand tu les invites dans un podcast, les gens, ils ont plus le temps parce que tu vas leur apporter quelque chose. Donc déjà, en fait, ça m'a permis de parler avec plein de dirco, de boîtes que j'admirais, notamment sur leur croissance, comment ils fonctionnaient, etc., ou la culture sales qu'ils pouvaient avoir. Et donc, ça m'a permis de parler avec pas mal de gens, à la fois des C-level, mais aussi également des commerciaux de boîtes. Ça te permet de pouvoir rencontrer bah, une communauté, quoi. Euh, En France, on va dire que la communauté sales est beaucoup moins puissante que la communauté sales aux US, tu vois. On va dire qu'en France, les gens ont plus valorisé le marketing que la partie vente, même si ça commence à clairement évoluer, à changer. Mais du coup, bah, tu vois, en fait, de pouvoir savoir qui fait partie de cette communauté, etc., bah, c'est cool, tu vois. ouais. Voilà. Euh, Comme je le disais tout à l'heure, quasi 100 épisodes. Ouais. Je suis quelqu'un qui découvre Vendu le podcast. Qu'est-ce que tu aimerais que je sache en premier sur la vente? Alors déjà, c'est un podcast qui est orienté sur le closing, principalement. Et c'est un podcast où l'idée, c'est d'inviter principalement des gens qui sont sur le terrain. Donc pas des gens qui ont fait, mais qui sont en train de faire et qui peuvent partager un petit peu leur playbook, ce qui fonctionne moins bien, etc. Et puis c'est un podcast en fait dans lequel on peut bah, trouver des choses bah, très actionnables. Mon objectif, c'est à chaque fois que je fais un épisode, c'est que j'essaie toujours de raisonner. Alors du coup, ça me fait penser que je reçois souvent ce feedback. Dire c'est marrant, c'est que quand je me pose une question, tu la poses à ce moment-là. Et en fait, je pense, parce que moi je continue à faire la vente, c'est-à-dire que c'est une spécificité, c'est qu'effectivement j'accompagne des boîtes, mais je continue à avoir des missions très opérationnelles, parce que je pense que c'est mon meilleur asset. Et donc du coup, forcément, quand j'invite les gens, bah, je les invite aussi pour moi, tu vois, genre pour apprendre, tu disais, qu'est-ce que ça m'apporte. Il y a le fait d'avoir des clients, il y a le fait d'avoir accès à des gens, mais il y a aussi le fait de enrichir en fait on va dire mon jeu parce que évidemment j'ai pu monter une boîte et mettre en place plein de techniques et ça a marché, mais le marché de 2014, le marché de 2016, 2018, 2020 et 2025, c'est pas le même game. Donc si je continue à utiliser les mêmes techniques que j'avais avant, bon bah j'aurai pas trop de résultats. Donc me nourrir en fait des boîtes actuelles, des boîtes qui ont des belles croissances, de techniques, enfin voilà, forcément ça m'apprend. Donc voilà, donc c'est un peu l'ADN de Vendu. Ok. Et en termes de ta vision, toi, à toi de la vente, si tu devais résumer la vente et le closing, parce qu'on n'a peut-être pas défini ce que c'est le closing pour les non-initiés, comment tu le définirais? Bah, closing, pour moi, j'aime bien le résumer de manière assez simple. C'est le passage d'une personne qui ne te connaît pas à une personne qui t'achète, donc pour moi. Et en fait, tu vois, souvent, on pense au closing, tu vois, le côté, il y a une phrase qui va tout dire, ou il y a un secret qui va... Tu vois, il y a un truc que tu dois savoir et qui va permettre de retourner tout le monde. Non, en fait, entre le moment où la personne ne te connaît pas et le moment où tu closes, il y a plein de choses qui se passent. Il y a différents taux de conversion. Il y a le taux de conversion au moment où elle te découvre même sur LinkedIn. Ensuite, elle passe dans ton funnel. Au moment de ton funnel, tu as un rendez-vous avec elle. Est-ce que cette personne-là, elle a envie de continuer à discuter avec toi? Enfin voilà, c'est un peu tout ça dont on parle. Et moi, on va dire, ma vision de la vente, c'est une vision très stratégique et qui va un peu, dire, à contre-courant de, c'est aussi pour ça que j'avais fait ce podcast, c'est-à-dire que je trouve que les conseils de vente, enfin, ça change beaucoup. Mais en tout cas, quand j'ai commencé, je trouvais qu'ils étaient nuls. Honnêtement, je trouvais que c'était très basique. On parlait beaucoup de framework, comme je disais, enfin,
si tu fais ça, faut que tu fasses ça. Si on te dit ça, faut que tu dises ça, etc., etc. Alors que Très moi, mécanique, quoi. très mécanique, en Ouais. mode. Et puis si tu fais pas ça, bah ça marchera pas. Tout ce truc-là aussi sur le type de personnalité, ça me rend vraiment dingue. Tu vois, genre. Bon, après, il y a des gens qui parlent de couleur ou de type de personnalité ou type de fonctionnement. Bon, moi, je pense qu'en fait, la vente, c'est pas ça. Surtout que ça correspondait pas à mon quotidien. Pour moi, mon quotidien, c'est une série de conversations que je dois essayer de bien mener avec plusieurs personnes. Je dois déceler et avoir des informations, que ce soit de la part des personnes avec lesquelles j'ai des rendez-vous, mais aussi l'environnement, ça peut être des partenaires, etc. Et avec tous ces éléments-là, je vais construire une stratégie pour faire en sorte que la personne ait envie d'avancer avec moi. Euh, et ma vision de la vente, c'est qu'aujourd'hui, surtout aujourd'hui, ça a été finalement tout le temps le cas, mais dans le contexte actuel où on est aujourd'hui, vendre, closer, c'est notre capacité à réduire le risque plutôt que d'essayer de... euh, tu vois, en fait, il y a beaucoup cette vision de... Tu vas dire un truc extraordinaire et la personne va dire ouais, c'est ça qu'il me faut, tu vois. Bah, en fait, je pense que si tu continues à faire ça, tu risques d'avoir des problèmes parce qu'aujourd'hui, l'ennemi principal d'un sales, c'est l'indécision des gens où ils se disent j'ai pas envie de prendre le risque, j'ai un budget qui est limité, il y a trop de choses, il y a trop de bruit, qu'est-ce que je choisis, etc. Et donc nous, notre jeu, c'est de dire bah voilà, en fait, j'ai compris ce que tu veux, voilà moi ce que je peux te proposer, et voilà pourquoi ça va marcher. Et donc tout ça, ça a l'air simple quand je dis ça comme ça, mais c'est plein de choses. C'est dans ce que tu dis, c'est dans la manière dont tu mènes une discussion, c'est dans la manière dont tu vas impliquer d'autres interlocuteurs, d'autres contacts. Tu vois, aujourd'hui, on le dit, c'est notamment sur de la vente complexe. Avoir un mono-contact, c'est compliqué. Ça va être dans ta manière aussi également de le nurturer, de l'engager dans la durée, d'utiliser le contenu pour lui donner envie. Parce que dans le contenu aujourd'hui, c'est pas juste pour générer des leads, c'est aussi un moyen de réassurer et de se dire en fait, cette personne-là, elle comprend vraiment mon problème et en fait, j'ai vraiment envie d'avancer avec elle. Donc voilà, donc en fait, c'est énormément de choses. En fait, c'est vraiment de la stratégie. Donc moi, en fait, ma vision, c'est de dire, en fait, aujourd'hui, il faut arrêter de croire que le sales, c'est un mec qui aurait un don inné et qui arriverait comme ça et bim, arriverait à te closer. Mais en fait, c'est quelqu'un qui, déjà, doit être smart, doit savoir évoluer dans des environnements parfois qu'il ne maîtrise pas, qui doit être vif, qui doit comprendre qu'est-ce qui se joue. Donc pour moi, tu es un stratège, quoi, tu vois. Et donc c'est un peu cette vision que j'ai envie de montrer. Et ça, tu penses que ça s'enseigne, ça, ou c'est quelque chose d'inné? Non, pour moi, c'est pas inné la vente. C'est pour ça que pour moi, je défends beaucoup le fait que la vente... donc du coup, c'est moins vendeur parce qu'en fait, les gens ont besoin de framework ou de solutions toutes simples. C'est beaucoup plus facile, tu vois, à marketer. Déjà, c'est plus facile à marketer. Moi, je défends beaucoup le truc de... La vente, c'est beaucoup de pratique. Tout le monde peut en faire, mais au départ, ton rendez-vous, tes premiers rendez-vous, ils vont pas être bons. Puis peut-être que tu vas rencontrer des gens qui vont peut-être te faire réfléchir à comment tu peux amener tes questions un peu différemment pour avoir les éléments, comment tu peux répondre aux objections, comment tu peux apporter un peu plus de contenu pour réduire le risque. Et au fur et à mesure de cette pratique, tu vas muscler ton jeu. Moi, j'aime bien te dire, tu vas avoir confiance en ton karaté. Et du coup, bah, en fait, tu vas réussir. Et comme en fait, tu auras... Tu vois, moi, par exemple, je ne saurais même pas te dire le nombre de deals que j'ai closé ou même que certains deals que j'ai perdus, mais tout ça, c'est ma bibliothèque en fait. Il y a des schémas, par exemple, j'ai toujours essayé de garder en même temps que. Enfin, ça, c'est mon ADN, c'est que en même temps que d'accompagner des boîtes en consulting, etc., je garde toujours une mission sales vraiment pour continuer à apprendre dans des conditions réelles et pas juste mon activité à moi. Et donc, du coup, bah, en fait, aujourd'hui, par exemple, j'accompagne une boîte qui fait de l'IA générative, qui est une boîte early stage, donc on n'a rien, on est au tout début. Bah, en fait, j'ai déjà monté une boîte au tout début où il n'y avait rien. Et donc, du coup, c'est cette expérience-là que je vais utiliser avec aussi les codes d'aujourd'hui, avec tout ce que j'apprends aussi également dans mon podcast à travers différentes personnes qui vont faire en fait que bah, je vais avoir plus de réussite. En fait, tu vois, mon taux de closing, pour moi, il est associé à la pratique que j'ai, tu vois. Et tout à l'heure, bah, en off, tu parlais de ces 100 premiers clients justement que tu es parti chercher toi-même. Ouais. Là, tu le reproduis avec ce client-là. Bah, l'objectif, c'est ça. Ouais. Après, à ceci près que c'est un peu différent parce que là, on est vraiment sur de la... Bon, C-Cube, on avait des paniers entre, on va dire, entre 3 et ça pouvait aller jusqu'à 100K. Là, on est beaucoup plus à partir de 100K à beaucoup plus. Donc, Ok. c'est pas le même type de... Ok. Parce que tu vois, encore une fois, c'est pour ça que j'ai du mal avec les méthodes toutes faites. C'est que en fonction de ton industrie, en fonction du type de client, en fonction du type de panier que tu as, en fonction de la culture des boîtes à qui tu vas vendre,
ta vente, elle va pas du tout être la même, tu vois. Donc là, en l'occurrence, euh, c'est de la vente à l'affaire. Donc là, par exemple, on a avec des deals avec des grands groupes. Mhm. On est sur des ventes qui peuvent prendre parfois 7 mois, un an. Et du coup, ça peut se transformer. Peut-être le premier deal est peut-être à 100K, et puis le deuxième deal, il peut être entre 500 et 1 million, tu vois, parce qu'on est vraiment. Voilà, donc c'est pas des petits deals. Donc je peux pas avoir 100. Si j'ai 100 clients comme ça, en un an, Ouais, c'est la- ça serait beau. à mon avis, c'est pas possible, tu vois. Donc voilà. Et en tout cas, dans ce que tu professes, on sent moi, le mot qui me vient à l'esprit, c'est vraiment empathie. Ouais. C'est ce truc humain que tu as, créer des discussions, développer même, c'est même au-delà de créer des discussions, en développer. Euh, et je tiens à le dire, tu vois, ton podcast, il s'est hissé très vite dans le haut du panier. Aujourd'hui, il y a des gros dirigeants, des Ouais. head of sales, etc., s'appuient dessus sur des épisodes que tu as fait pour construire leur stratégie en entreprise. Euh, et je trouve que c'est ce pourquoi, tu vois, tu te différencies justement cette approche humaine. Euh, Comment tu la transmets aux différentes équipes avec qui tu as affaire, etc., équipe sales? Bah déjà, c'est par rapport un peu à ce que je te disais, c'est d'essayer de simplifier au maximum les choses et de leur dire, en fait, tu vois, ce que tu essayes de comprendre pour pouvoir progresser, t'essayes, oublie le fait qu'il y a un truc que tu n'aurais pas compris, qui serait inné. Ce que t'as pour, enfin, ce que tu dois faire pour la vente, tu l'as déjà. C'est-à-dire, c'est d'avoir des conversations avec des gens, connaître les gens et interagir avec eux. Donc déjà, c'est le premier truc sur le. Alors, c'est pas, ça a l'air facile comme ça, mais c'est parfois il faut déconstruire pas mal de choses parce que tu vois, je sais pas, j'imagine que peut-être toi tu connais aussi le sales, donc tu vois bien que même quand moi j'ai commencé, je sais pas pourquoi, au départ on s'est tous parlé, mais quand on est dans un rendez-vous commercial, tout d'un coup on se raidit, tu vois. Et c'est avec l'expérience qu'on arrête de se raidir et d'avoir des conversations un peu plus tranquilles. Donc déjà en fait, je vais commencer déjà à un peu déconstruire la peur en fait que tu peux avoir en fait en disant c'est pas une montagne en fait. Là ce qu'on te demande de faire, c'est un truc que tu sais faire depuis que tu as la parole. C'est de discuter avec des gens et t'intéresser à des gens. Donc, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que moi, ce que j'aime bien dire, c'est que bah, la vente, un- c'est comme un peu la vie, dans le sens où, en fait, tu vas avoir des gens que tu aimes, des gens que tu n'aimes pas, des gens qui vont te heurter, des gens qui vont pas du tout t'aimer. Et donc, en fait, il va falloir que tu joues avec ça. Donc, quand je dis relations humaines, moi, j'ai des gens que j'ai déjà signés, mais je sais que il n'y avait pas de fit. Il n'y a pas de fit humain. Donc parfois ça passe ou ça casse, ou même parfois ça m'est arrivé de voir qu'il n'y avait pas de fit, j'aurais pas closé ce deal, et je leur filais, c'est cool d'avoir une équipe, je leur filais un sales de mon équipe en disant sa personnalité, je sais que ça a beaucoup mieux Intéressant. marché, parce qu'il va avoir une approche, tu vois, moi je suis très dans l'énergie, etc. Parfois ça peut faire peur, les gens ils veulent peut-être quelqu'un de. Même parfois, c'est des trucs très culturels. Je veux quelqu'un de mon école, qui a les mêmes codes que moi, etc., etc. Donc, en fait, ça, enfin, c'est ce que j'essaie de Comprendre transmettre aux l'humain gens. en face et En fait, comprendre voilà, comprendre l'humain en dans face. quelle zone Voilà. il est plus à l'aise. Parfois, ça m'est déjà arrivé d'avoir au contraire, tu vois, des gens qui viennent de milieux complètement différents du mien, mais justement, le fait de dealer avec moi, c'est un plus parce que bah, ça leur permet de sortir, de rencontrer une personne différente, etc. Et ça, en fait, faut comprendre qu'il n'y a pas que le produit. De toute façon, à partir du moment où vous avez un produit qui. Enfin, évidemment, la vente, c'est d'abord avoir un bon produit. Mais à partir du moment où tu as un bon produit, il va se vendre. C'est juste après comment tu arrives en fait, à adresser les bonnes personnes. Et, euh, et ce que j'essaie de dire aussi également, c'est que en fait, personne t'achète parce que enfin, tu vas résoudre le fait qu'ils fassent plus d'argent, qu'ils vont gagner du temps, etc. Ça, c'est une croyance qu'on a. En fait, les gens, ils t'achètent parce qu'ils veulent réussir un truc personnellement. C'est cette dimension humaine, tu me disais, bah en fait c'est ça, c'est-à-dire que quand je vois quelqu'un, je me dis pas, ok, lui en fait tous les jours il se réveille en se disant comment je peux faire gagner de l'argent à ma boîte. C'est pas sa boîte. Enfin si c'est sa boîte, déjà ça peut changer, mais si c'est pas sa boîte, voilà. Donc du coup, moi ce que je dis, c'est qu'en fait les gens derrière, il y a la dimension rationnelle effectivement, mais il y a et la dimension rationnelle pour moi, elle est réglée par le fait que tu as un produit qui répond à une demande. Et ça, normalement, si tu as un bon marketing ou un bon CEO qui a fait le job, bah, normalement c'est bon. Et puis après, toi, ton job en tant que sales, c'est de dire, bah, en fait, t'es pas tout seul. Tu es dans un jeu où il y a plein d'autres solutions. Il y a plein de manières de faire ce que tu as envie que ton client fasse. Comment tu vas lui montrer qu'il faut qu'il fasse ça avec toi? Et donc pour ça, c'est de lui montrer en fait que ce qu'il a envie de réussir personnellement, il va pouvoir y arriver plus avec toi. Donc comme je dis, moi j'aime bien dire, ça peut être, je veux montrer que moi je sais prendre les bonnes décisions dans une boîte. Je veux avoir une, une promotion. Là par exemple, tu vois, typiquement,
je suis sur un deal qui est assez retors avec le client là que j'accompagne. Euh, et typiquement, une des personnes qui a, on va dire, un des décideurs, parce qu'il y en a plusieurs, on est quand même sur des paniers assez hauts, bah, c'est une personne en fait qui a une mission, qui a un one-shot sur 2 ans. Sur 2 ans, elle doit avoir des résultats très rapidement, tu vois. Et donc, typiquement, bah, ce client-là, en fait, on sait qu'un des décideurs les plus importants, il a besoin d'avoir des résultats assez rapidement à un moment clé. Si on arrive à lui montrer qu'en fait, il va pouvoir avoir ces résultats-là Personne. pour avoir la mission qu'elle voudrait avoir plus tard et montrer qu'en fait, bah, elle mérite d'avoir cette promotion-là, bah, on aura gagné le deal. Notre produit, oui, elle c'est bon, elle est déjà convaincue qu'on sait faire notre job, tu vois, on l'a rassurée, etc. Mais du coup, c'est est-ce qu'on va vraiment réussir le plan de succès qu'on est en train de lui vendre, tu vois. Donc, pour moi, c'est ça. C'est avoir des conversations un peu naturelles avec les gens. C'est très anti... Enfin, en tout cas, en France, les gens ont du mal à ça, tu vois, le small talk, etc., etc. Mais c'est aussi savoir un peu sortir parfois de la discussion sérieuse Ouais. pour aller un peu à côté. Parce qu'en fait, c'est ce moment-là où, en fait, effectivement, la personne va baisser la garde, se dire plusieurs choses, etc. C'est savoir naviguer avec différentes personnes, tu vois. Mais ça, c'est pour ça que je te demande, est-ce que c'est inné ou ça s'apprend? C'est très difficile à, à, à partager avec tes équipes parce que tu dois les sortir de, tu vois, tu parlais des frameworks. C'est plus facile de se cacher derrière des Mmh. frameworks en disant, je prends des humains, ils suivent le plan et en fait, tu envoies des gens à l'abattage et puis tu as un pourcentage de closing et puis tu fais avec. Alors que là, tu sors, tu te dis, il faut qu'ils creusent dans les aspirations, il y a les aspirations fonctionnelles, les aspirations un peu émotionnelles, il y a lui ses enjeux personnels, la personne que tu as en face, etc. Tu vois, donc ça demande quand même beaucoup de finesse et à, à transférer sur de la masse, c'est difficile sur des équipes où tu as des plateaux de 30 sales, etc. Tu vois. Bah moi, il y a trois manières dont je l'ai fait aussi également avec des commerciaux. La première chose, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de regarder une personne faire. Donc ça, c'est un truc qui se perd beaucoup, je trouve, dans les boîtes, parce que comme il y a le côté visio, ça, moi, je viens d'une autre époque, je suis un peu boomer, mais où en fait, on faisait que des rendez-vous physiques, principalement. C'était très rare de faire des rendez-vous en visio, et quand on faisait des rendez-vous en visio, c'est parce que le client n'était pas dans le pays, n'était pas en France. Donc c'était pour la dimension plutôt internationale. Donc ça veut dire que bah, mes commerciaux, par exemple, il y en a plusieurs là aujourd'hui. Il y en a un qui bosse chez Eskimos, un autre qui bosse chez Payblog, etc. Ils venaient avec moi en rendez-vous. Et donc, ils venaient avec moi, ils regardaient, ils se taisaient. Ensuite, on allait prendre un café parce qu'on avait le temps pour faire ça. Et ensuite, bah, on débriefait et ils me posaient pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as fait ça. Moi, je lui demandais est-ce que tu as des trucs que t'as vu que peut-être que j'ai pas vu, etc. Et du coup, on avait des discussions un peu là-dessus. Après, je leur disais d'avoir leur style, mais déjà, tu vois ce truc-là. Ensuite, le deuxième truc, c'est le pendant, c'est toi qui est là pendant les rendez-vous de tes commerciaux. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il y a le parti recording avec l'IA, sauf que tu perds ce truc-là aussi parce que bon, il y a une différence entre vivre le rendez-vous directement avec ton sales et de le regarder après. Moi, je trouve qu'il y a une différence. Parce qu'en fait, il va te le, enfin, tu vis pas le truc de la même manière. Du coup, voilà. Et donc, pareil, tu débriefes juste après, tu vois, le rendez-vous. La personne est déjà dedans, etc., etc. Et en fait, tu vas lui souligner, en fait, tu vois, à ce moment-là, il t'a dit ça, t'as arrêté ça. Là, t'aurais pu poser ça, 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 ça. Et après, encore une fois, c'est pas un truc qui se fait rapidement. Hein. Il faut accepter. Et c'est pour ça que normalement, le ramp-up, on parle de ramp-up des commerciaux, le temps qu'ils mettent pour arriver à au niveau de performance qu'on attend d'eux, bah, en fonction des boîtes, parfois c'est 3 mois, parfois c'est 6 mois. Si ça met autant de temps, c'est parce qu'il y a de l'apprentissage à avoir. Et puis après, je dirais le troisième truc, euh, même si c'est un peu du sales fiction parfois, c'est quand on fait des espèces de... Je dirais pas de jeux de rôle, je suis pas trop fan des jeux de rôle en règle générale, mais ça peut être aussi également des moyens pour dire en fait aux gens comment tu arrives à avoir des conversations normales avec des gens. Moi, ça m'est arrivé, je te donne un exemple. Typiquement, quand tu regardes un rendez-vous, c'est marrant là, tu vois, tu es dans un rendez-vous. Quand tu demandes à quelqu'un s'il veut, je sais pas, dîner avec toi, ou si tu lui demandes si tu as besoin de demander quelque chose à quelqu'un en fait dans la vie, tu vas pas commencer à être tout ready, etc., etc. Tu vas essayer d'essayer de découvrir ce qu'il aime, c'est quoi les environnements qu'il aime pas, etc., etc. Tu vas essayer de lui poser des questions normalement. Et donc, on va dire que les jeux de rôle, pour moi, c'est du sales fiction, donc ça sert pas à être hyper performant dans le closing, en tout cas, je trouve, mais ça permet justement d'essayer d'avoir Des des éléments, réflexes. des réflexes et des éléments de langage, tu vois. Parce qu'en fait, ce qui bloque beaucoup les gens, c'est comment je pose une question sans que ça ait l'air d'une question. Parce que c'est ça, en fait. Il faut.
Moi, ce que j'aime bien dire aux sales, c'est qu'il faut qu'en fait, la conversation, elle soit agréable en face de toi. Et donc, moi, en fait, ce que je leur disais souvent, c'est réfléchis à chaque fois à la fin, est-ce que la personne, elle a envie de te revoir? Tu vois, parfois, on dit en mode framework, il faut absolument, quand tu fais un call, que derrière, il y ait une next step. Mais en fait, le derrière et le next step, c'est est-ce que la personne en face, elle a envie de te reparler? Elle a trouvé ça cool. Elle a passé un bon moment. Et j'imagine que toi, t'es sales, c'est déjà arrivé où tu vois un rendez-vous, la personne dit c'était très agréable comme échange. Bah voilà, là, t'as tout gagné. Et donc, ce moment-là, bah, tu sais que là, en fait, t'as eu une bonne conversation et c'est à ça que doit ressembler plus tes rendez-vous plutôt qu'à un truc où tu fais une présentation qui est un peu boring, quoi. Bateau, quoi. Ouais. Et du coup, tu as dit une phrase hyper importante qui nous permet de faire la transition jusqu'à aujourd'hui. 2014, la vente en 2014, la vente aujourd'hui. Quels sont les gros changements majeurs que tu as pu observer et comment tu vois la suite dans 10 ans? Ok. Alors déjà, plusieurs changements. Déjà, première chose, c'est qu'on est plus nombreux. Donc, il y a plus de concurrence. Donc ça, forcément, ça, je pense que c'est dans tous les domaines, dans toutes les industries, j'ai l'impression que, voilà, on est de plus en plus nombreux. Ça n'a jamais été aussi simple, on va dire, de monter une boîte, pas de la réussir, mais du coup, beaucoup de gens se lancent, beaucoup de gens créent des produits, donc voilà. Deuxième chose, bah, il y a un contexte économique qui est là, donc qui fait que, en fait, là où avant, tu pouvais jusqu'à 15K, 20K, avoir un seul interlocuteur qui prenne la décision et qui prenne le risque. Aujourd'hui, ça devient très compliqué. C'est pour ça que, d'ailleurs, c'est marrant, quand je vois sur LinkedIn, les gens parlent de ventes complexes pour des paniers entre 15 et 20K, alors que pour moi, à l'époque, genre 15 et 20K, c'était ouais, bon, Ouais. c'était une vente simple, quoi, tu vois. Tu commençais à faire de la vente complexe quand tu étais à 100K, tu vois. Tu vois, du coup, c'est parce que ça a changé. C'est qu'aujourd'hui, même pour 15-20K, tu peux avoir 3 4 5 interlocuteurs qui prennent la décision. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu dois réussir à faire en sorte d'orchestrer la présédition avec 4 5 personnes. Ça muscle le jeu, tu vois. Ok. Parce qu'en fait, les boîtes ont plus une aversion au risque, ont des budgets qui sont plus scrutés, elles peuvent moins prendre, elles testent beaucoup moins de choses. Troisième chose, je dirais, c'est que bah, les boîtes passent beaucoup plus de temps à choisir seules leurs solutions qu'avec un sales. Pendant longtemps, le sales était en fait la solution pour pouvoir avoir des informations sur ce qui se passait sur le marché. Fallait que, bah, moi par exemple, j'étais dans le milieu du RH, du recrutement, bah, fallait que tu rencontres toutes les boîtes ou toutes les solutions, job board, peu importe, etc., du moment pour pouvoir savoir quelle solution tu vas prendre pour t'aider pour tes objectifs. Aujourd'hui, bon, bah, même avec l'IA, ça va même s'intensifier. Probablement, en tout cas, le problème, c'est pour ça que je parlais de ça au début, je pense que notre jeu aujourd'hui, c'est de réduire le risque perçu, parce que je pense que de plus en plus de prospects ont déjà pris la décision sur leurs 3 4 acteurs qu'ils vont choisir. Et en fait, quand ils te parlent, ils ont plus ou moins pris une décision sur probablement ce sera un de vous quatre. Maintenant, j'ai besoin d'être convaincu que c'est avec vous que je vais y aller, tu vois. Parce qu'il y a l'IA, parce qu'il y a plus d'informations, parce qu'il y a du contenu. Tout le monde fait du contenu aujourd'hui. C'est ton job de faire en sorte que les gens font du contenu. Et donc, du coup, ton contenu, en plus, avant, c'était très réservé au B2C. Maintenant, le B2B, beaucoup de gens font du contenu. Et donc, en fait, ton contenu, aujourd'hui, il doit faire en sorte que les gens comprennent. En fait, ton contenu fait ce que les sales faisaient, c'est de répondre à des objections. Là, aujourd'hui, ton contenu, il doit répondre aux objections, aux questions des prospects. Et donc, il a déjà plein d'informations. Donc, ça crée un truc compliqué. Et puis aussi, également, bah, ce qui a beaucoup changé, c'est la prospection. Plus personne ne veut répondre à plus personne. Donc, c'est compliqué de générer des La leads. législation Ça aussi coûte qui, super qui cher. La change. législation qui va changer. Et aujourd'hui, sur chaque... Tu vois, en fait, avant, c'était assez simple de se dire, bah, allez, j'ai un commercial. Allez, vas-y, fais du call, fais des emails, va dans des salons. Et voilà, tu vois, tu pouvais faire. Le mec, il allait avoir des résultats. Aujourd'hui, le jeu, pour chaque partie, chaque canot, est tellement compliqué qu'il faut que tu aies des experts partout. Tu vois, il y a quelques années, on disait, ouais, il suffirait qu'un sales fasse du contenu pour que ça marche. Bon, aujourd'hui, vu le niveau du contenu, tu vois, si le sales il fait son pauvre post LinkedIn, il y a peu de chances que ça marche, tu vois. Par exemple, sur le call, bah, aujourd'hui, bon, bah, tu as toujours les mêmes phrases qui sont partagées sur LinkedIn. Bon, bah, il faut que tu muscles un peu plus son jeu pour que ça marche.
L'email aujourd'hui, le game de l'email, c'est faut être technique aujourd'hui pour faire de l'email. C'est pas genre tu configures tout La seul ton petit séquence, list avec tes séquences, ouais. etc. Aujourd'hui, il faut que tu aies plusieurs noms de domaine et ça va s'intensifier. Je dis pas que le mail va disparaître. Moi, je pense que tous ces canaux vont continuer. C'est juste que Mais le jeu va le être, jeu, la barrière, en la fait, elle va barrière être. est plus haute et donc du coup, il faut que tu aies des spécialistes dans chacun des domaines pour avoir des résultats. Et en plus, il faut que tu diversifies pour avoir des résultats suffisants pour pouvoir réussir tes objectifs. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je me dis, ok, on met beaucoup de place, même dans les contenus, sur la partie prospection, mais mettons aussi également sur la partie closing. C'est-à-dire que, vu que le gâteau est plus petit pour tout le monde, tu auras beaucoup moins de leads, close-les. Et pour closer, c'est pas juste d'avoir des super commerciaux. Pour moi, ce que j'aime bien dire, c'est que le closing, et c'est ce qui a changé, c'est que c'est pas un mec qui va réussir à faire tout seul son closing. Je parle vraiment de la vente complexe, je parle pas de la vente transactionnelle. Par exemple, des boîtes que j'admire comme Penny Lane, où on est sur de la boîte transactionnelle. Du coup, c'est un autre jeu. C'est plus compliqué parce que là, il faut avoir des commerciaux qui ont un mental d'enchaîner plein de rendez-vous, mais c'est pas tout à fait pareil. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, bah, typiquement, on va peut-être en parler, mais moi, aujourd'hui, des boîtes qui font pas de contenu, c'est très compliqué aujourd'hui pour closer des deals. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas y arriver, mais en tout cas, ton contenu va servir à engager. Il faut savoir, il y a un chiffre qui est 70% des deals, tu ne les signeras pas. Donc, c'est des gens qu'il faut engager sur la durée, nurturer, jusqu'à... dans la tête de beaucoup de personnes, le nurturing, c'est le marketing qui met des gens dans une séquence et qui envoie des e-books. Non, là, je parle de nurturing réellement, où le sales peut aussi également avoir sa voix au chapitre, grâce au marketing qui va lui filer du contenu qui va lui permettre de l'aider. Et ça, il y a très peu de boîtes. En fait, c'est pas qu'il y a très peu de boîtes qui savent le faire, c'est qu'il y a très peu d'équipes marketing qui ont cette vision de le marketing et la vente, c'est same. Hein. C'est pas juste tu fais du. C'est les Enfin, mêmes. c'est Ouais. une équipe, ce qu'on appelle l'équipe revenu, tu vois. Mais si un marketeur, c'est pas closé, c'est compliqué en fait. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la dimension marketing pour moi, c'est ton objectif, c'est d'avoir le même chiffre d'affaires. Enfin, c'est de générer du chiffre d'affaires. Et parfois, dans certaines équipes, c'est pas tout à fait la même chose. Normalement, je dirais même dans des équipes un peu saines, le head of sales et le CMO devraient avoir le même objectif commercial. C'est-à-dire que si on marche bien ensemble, normalement, on y arrive. S'il y en a un de nous qui fait pas bien les choses, ça va pas marcher. Et donc, typiquement, par exemple, tu vois, là, la boîte que j'accompagne, très vite, bah, je leur ai dit, bah, en fait, les gars, il faut que vous fassiez du contenu, quoi. En fait, moi, toute seule, je peux avoir le meilleur pitch, je peux avoir les meilleures techniques de vente, si tu veux, la meilleure expérience. Il faut que je puisse nourrir les gens parce qu'il y a trop de bruit. Il faut que je leur apporte du contenu de qualité. Et c'est marrant parce qu'avant, on parlait d'augmenter la valeur perçue. Toi, maintenant, tu dis de diminuer le risque perçu. Et dans ce que tu dis. Parce que je pars du principe qu'il y a déjà la valeur. Hein, tiens, aussi. Ok, Je ok. pars du principe que le produit, là, enfin, pour ceux qui nous écoutent. C'est un basique, c'est une commodité. Bah, en fait, aujourd'hui, ce que je dis, c'est que tu as tellement de concurrence que si tu as un produit bancal, en fait, tu vas tomber. Et d'ailleurs, on a vu pas mal de boîtes, malheureusement, qui ont eu des difficultés. C'est parce que le produit n'était pas à la hauteur des enjeux. Ça, pour le coup, moi, je ne suis pas magicienne. Tu as un produit qui n'est pas bon. L'IA va faire tomber pas mal de produits qui, malheureusement, il y a ceux qui ont pris la branche, Même ceux des qui n'ont pas très pris. bons produits. Ouais, il y a des très bons produits. S'ils n'ont pas pris la branche, ils ne trouvent pas une solution pour pouvoir avancer très vite. Ben voilà, mais ça, c'est pas je dirais que c'est pas le rôle tu vois, parfois, les problèmes commerciaux, les problèmes du chiffre d'affaires, c'est pas un problème commercial. Ouais. C'est un problème de positionnement et c'est un problème de produit. Mais c'est là où je voulais en arriver. C'est, selon toi, le métier de sales Mhm. change au final. Parce que moi j'en parle depuis des années sur LinkedIn où je dis et on me prenait pour un fou à l'époque où je disais que le sales, il faut qu'il fasse du contenu. Mais aujourd'hui, déjà, de un, tu dis que le contenu est beaucoup plus. Enfin, il va falloir faire du contenu de meilleure qualité et il va falloir que le sales réussisse à penser marketing, nurturing, etc. Mm. Comment, tu vois, est-ce que c'est quelque chose, c'est un changement que tu vois arriver ou qui doit Mais arriver pour moi, en fait, c'est ça la nuance. prochainement? Je sais pas si on peut parler de changement. Je pense que le sales aurait dû toujours être ça. Ok. C'est juste que je pense que il n'a pas été toujours ça parce que il y a un moment donné où ça marchait, les commerciaux ont pallié à des produits qui n'étaient pas bons. C'est un peu dur à dire, mais c'est-à-dire que les produits, des positionnements qui étaient un peu bancals, et c'était la force commerciale qui appelait les gens et qui, on va dire, poussait les gens à acheter. Et dans un monde où il y avait peut-être pas tout le monde qui faisait de la prospection, pas tout le monde qui était à fond, bah ça pouvait marcher. Donc tu avais des boîtes qui fonctionnaient
parce que tu avais une force commerciale et une force de vente qui Et était bonne. justement, on utilisait ce terme, force commerciale. Exactement. C'est-à-dire que vraiment, tu viens, tu Tu pousses. pousses les gens à l'achat, etc., etc. Mais pour moi, en fait, d'ailleurs, tu vois, parfois, il y a des incohérences, mais même dans la boîte que j'ai pu cofonder, où parfois, tu peux avoir le sales qui commence à se mêler du positionnement, alors que pour moi, ça, c'est un sujet c'est un sujet marketing. Tu vois, c'est un sujet strat marketing. Le sales, lui, il a un positionnement, il a un produit, et son objectif, à lui, c'est de faire en sorte que tout le monde connaisse ce produit et veuille l'acheter. Et comme je te disais, réduire ce risque, enfin, le risque perçu des boîtes. Peut-être que demain, ça sera autre chose, mais aujourd'hui, l'indécision, c'est la problématique principale des boîtes. D'ailleurs, en fait, à chaque fois que je vois quelqu'un qui m'a fait appel à moi, il me dit toujours les gens adorent mon produit, hein, mais ils mettent du temps à décider. Ouais, le problème, c'est le problème de beaucoup de gens. Et quand je parle de contenu, pour moi, c'est que jusqu'à aujourd'hui, nous, on s'est dit, bah, en fait, c'est le marketing qui fait du contenu. Donc, moi, j'appelle mes guys, chez mon rendez-vous 1, mon rendez-vous 2, mon rendez-vous 3. Puis, quand ça marche pas, bah, c'est le marketing. Sauf que lui, en fait, c'est très dur de reprendre une conversation, même sur du... Parce qu'en fait, on parle beaucoup de newbies, mais il y a aussi le renouvellement. Donc, il y a les account managers ou les mecs qui font du customer success manager, qui parlent avec des clients. Comment toi, qui parles pas avec quelqu'un, tu peux revenir dans une conversation pour parler de manière juste ou apporter le contenu juste que le client aurait besoin pour prendre une décision. Donc pour moi, ça c'est un travail qui doit se faire ensemble, où le marketing, en fait, et je trouve que les équipes le font très peu, doivent toujours parler au sales en disant, OK, quels sont les contenus dont tu as besoin, parce que parfois, effectivement, on dit que les commerciaux devraient faire du contenu, le problème c'est est-ce qu'ils sauraient faire du bon contenu, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, le marketing doit se dire, en fait, OK, de quoi tu aurais besoin pour communiquer à une boîte. Est-ce que c'est un lead magnet? Peu importe, j'en sais rien. Une vidéo YouTube, etc. etc. Qu'est-ce qui va convaincre, etc., une personne de se dire, en fait, ce truc-là, je ne l'ai pas mis en priorité, mais en fait, finalement, je me rends compte que peut-être qu'il faut qu'on prenne ce sujet-là. Et je vais pouvoir partager cette vidéo, etc. Je vais te donner un exemple, par exemple, d'un pote à moi. Il m'a fait écouter un de ses rendez-vous commerciaux pour qu'il puisse avoir, je fasse un feedback. Et je lui dis, mais tu vois, en fait, ta vente, elle est pratiquement faite. Ça veut dire que là, ton objectif, c'est juste de rassurer sur ce qu'elle a compris. Mais la personne lui a dit, écoute, en fait, vu que tu fais une newsletter, en fait, il fait une newsletter où il fait du débunkage de landing page. Et la nana, elle dit, c'est la CMO, elle dit, j'ai regardé ta newsletter et je l'ai envoyée au CEO direct et on a vraiment kiffé ta manière de voir les choses. Bon, le seul truc sur lequel maintenant tu dois te concentrer, c'est de lui expliquer comment tu arrives de A à B au résultat qu'ils veulent avoir. C'est ça pour moi le rôle d'un commercial. C'est de dire en fait, voilà, bah, vous avez compris ce qu'on fait. Vous avez compris comment on résout votre problème. Vous avez compris pourquoi on le résout comme ça. Ça, pour moi, c'est le contenu, tu vois. Et du coup, moi, je vais maintenant vous expliquer. Soit vous apportez peut-être, vous répondez aux objections. Ouais, mais j'ai compris que vous faisiez ça, mais moi, ce que je me pose, j'ai telle personne qui m'a dit ça. Et donc, c'est pour ça que moi, je dis aujourd'hui, les commerciaux doivent avoir un vrai point de vue. Plus que de faire du contenu, c'est qu'ils doivent avoir un point de vue incarné. C'est-à-dire que c'est pas, en fait, je te présente mon truc, ma solution, etc. C'est que je suis capable de t'expliquer pourquoi nous, on fait comme ça. Je suis capable de te challenger. En fait, c'est de challenger. Mais c'est là où le bas blesse, c'est que le changement, il se fait pas qu'au niveau de la posture du sales, même économiquement, comment tu fais, Ouais. parce que tu vas pas avoir sur tes 30 sales, ils vont pas tous avoir cette finesse d'esprit, tu vois. Donc comment tu Bah, pour moi, recrutes? tu les formes. De la même manière, c'est qu'aujourd'hui, peut-être que c'est une manière différente de les former. Tu vois, aujourd'hui, on formait comment les gens? Alors, on disait, bon, voilà comment tu fais une découverte, voilà tes questions que tu poses, et voilà le Ta pitch. base de données, ton Base de pitch, données, allez. apprends le pitch, et va au C'est charbon. ça. Maintenant, aujourd'hui, il va falloir qu'en fait, moi, par exemple, même à la fin de ma. Enfin, avant la session de ma boîte, c'était en 2021, chaque personne que je recrutais, il passait je sais pas combien de temps avec le produit, parce que mon objectif c'était de produit et ops. Il fallait qu'ils comprennent en fait pourquoi le produit, on avait décidé de le construire comme ça, pas comme ça, c'était quoi nos spécificités, etc., etc. Donc avant même de commencer à écouter des rendez-vous commerciaux et d'être en fait, on va dire, orienté par un discours, je voulais qu'ils comprennent le produit et surtout les partis pris qu'on a pris, parce que plus que le produit, c'est le parti pris qu'on a pris, parce que s'ils comprennent ça, ils sont capables en fait de répondre à n'importe quelle objection. Quand on dit ouais mais moi je crois pas trop à ça, ça t'arrive dans un rendez-vous, j'y crois pas trop, je trouve que c'est bizarre, mais comment vous réussissez à faire ça? Si t'as pas compris le parti pris de pourquoi on a décidé de construire le produit comme ça, pourquoi on fait ça et pourquoi on challenge toutes les boîtes qui le font pas comme ça,
bah, tu vas être nul en rendez-vous. Tu vas juste répéter un truc, oui, vous pourriez faire ça, etc. C'est encore cette phrase-là de faut vous parler des bénéfices. Eh ben bon, t'es gentil. Là, aujourd'hui, on est arrivé à un niveau de technologie où on va tous avoir les mêmes bénéfices. Donc, bah, voilà, tu vois, à la fin de l'histoire, bah, je vais te réussir à te faire gagner plus d'argent. À la fin de l'histoire, tu vas gagner plus de temps. Le sujet, c'est le comment et comment tu vas y arriver plus vite et pourquoi tu dois me faire plus confiance. Donc voilà, donc pour moi, c'est de challenger, c'est-à-dire que c'est aussi que les gens comprennent les organisations. Donc c'est aussi former des gens qui comprennent l'organisation des boîtes avec lesquelles ils parlent. Typiquement, c'est quoi le jobs to be done. Donc en fait, finalement, tu vois, c'est comme... il faut que tu sois un peu... il faut que tu sois marketeur dans ta tête. Mais en fait, comme je te disais, c'est pour ça que ça n'a pas changé. C'est que juste les marketeurs sont devenus autre chose et les sales sont devenus autre chose. Mais en fait, en vrai, le marketing, c'est du sales. Le sales, c'est du marketing. Enfin, pour moi, c'est ma vision des choses, quoi. Ok. Et, euh, et toujours avec ce même découpage, SDR, BizDev, AE, etc. Parce que du coup, avec ça, j'ai l'impression que c'est difficile à intégrer, tu vois, cette nouvelle vision un peu... Bah, moi, je pense que ça va un truc qui va à peu près... Enfin, moi, j'ai toujours eu des équipes full cycle. Donc, j'ai jamais eu d'équipe découpée. Et j'étais une grosse, on va dire, partisane du full cycle, dans le sens où je pense que tu sais closer quelqu'un quand tu sais comment tu as pris le rendez-vous, et tu sais prendre un rendez-vous quand tu sais comment closer quelqu'un. Et en parlant aussi également avec les Customer Success Managers, tu comprends pourquoi les clients veulent rester chez toi, etc. Donc, pour moi, voilà. Et puis surtout, ça crée... Enfin, je pense que tu... Bon, toi, tu es principalement dans le contenu, mais tu as aussi touché aux sales. Donc, ça crée. Les sales sont très flemmards quand même. C'est une personnalité qu'on peut avoir. On C'est est ça, c'est des d'accord? profils particuliers. Particulier. Et donc, du coup, si tu me dis pas d'aller chercher des rendez-vous, tu me dis juste de faire un truc. En fait, mon niveau d'énergie va baisser. Mon implication, ce côté. Enfin, voilà. Je vais pas me. Par contre, quand tu es parti chercher un rendez-vous super difficile, t'as pas envie de le perdre, donc tu vas tout donner, etc. Donc, moi, je pense aussi également pour garder ton mindset assez élevé, je pense que c'est intéressant. Après, il y a des industries, encore une fois, c'est pour ça que je te dis toujours, il y a de la nuance. Il y a des industries pour lesquelles c'est pas possible de faire ça. Quand tu es sur des paniers hyper hauts, ça n'a pas de sens que là, quand exécutif passe du temps à aller chercher des rendez-vous. Donc, le problème, c'est que les gens ont copié un playbook ici en France sans avoir les tenants et les aboutissants. On va dire qu'aux États-Unis, en fait, tu considères que tu as une équipe segmentée à partir d'un panier à 20K. Donc 20K et plus. Ici, il y avait des gens qui avaient un panier à 5K et qui ont commencé à faire du dispatchage. Bon, bah déjà, en fait, t'es pas rentable. Pour chaque truc, tu payes un fees à tes SDR et à ton account. Bon, bah, c'était pas... Enfin voilà, c'était pas le bon playbook pour les bonnes boîtes. Mais je pense qu'à partir d'un certain panier, oui, ça vaut le coup. Mais il faut essayer toujours, je trouve qu'il y a des boîtes qui le font, pas mal de boîtes américaines, qui gardent les AE quand même en se disant, vous avez quand même un temps qui continue à être dédié à de la prise de rendez-vous. On ne vous donne pas des objectifs incroyables, mais il faut que vous sachiez toujours aller chercher vos rendez-vous. Je trouve ça smart parce que là, dans une période de crise économique où il a fallu parfois réduire un peu plus les équipes, si tu te retrouves avec des accounts exécutifs qui savent plus prospecter, t'as perdu beaucoup en fait dans ta hygiène. Si tu n'avais pas de contenu, si tu n'avais pas de SEO, si tu n'as pas de pub, t'étais un peu dans la panade. Donc voilà. Et après, je pense que ça va disparaître parce que je pense qu'à un moment donné, l'IA va très vite. On est quoi là? On est en août 2025. On va pas faire de pronostics parce que ça va tellement vite que voilà. Mais globalement, je pense qu'aujourd'hui, on a des IA qui arrivent à parler à peu près comme nous pour avoir l'intérêt d'une personne. Pour te faire sign up. Donc bon, je pense qu'en fait, effectivement, cette partie, on va dire, de qualification, de disqualification, je pense que la technologie, à un moment donné, arrivera à le faire sans trop de problème. Tu n'auras pas forcément trop besoin d'humains. Donc voilà. Ok. Sur la dernière partie de cet échange, je voulais parler contenu. Ok. Tu n'étais pas partisane de Non, base du non. contenu. Comment tu as vécu ce switch, justement, de ces premiers épisodes seuls, à commencer à avoir un podcast qui fonctionne, à créer une identité, et à aujourd'hui à passer énormément de temps dessus. Ça a été quoi un peu cette aventure? Bah, en Comment ça fait, s'est passé? déjà, tu as raison de dire que c'était pas un truc que je... au départ... parce que j'avais monté une boîte sans faire du contenu. Donc, je me disais, ouais, en fait, au final, il n'y a pas besoin. Il faut juste être bon en vente, etc. Après, c'est des rencontres avec toi, rencontres avec Marwan, etc., qui a fait que j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Et surtout, j'ai vu des boîtes, c'est principalement ça, j'ai vu des exemples de boîtes qui avaient moins de difficultés sur la partie closing
parce qu'elles avaient du contenu. Alors déjà sur la partie prospection, c'était sûr, mais aussi sur la partie closing. Et donc je me rendais compte qu'en fait, effectivement, l'énergie qu'on pouvait mettre à essayer de répondre des objections, parfois, tu as des deals que tu closes pas tout de suite, tu closes en 2 ans, parce que en fait, un humain, il peut pas engager de la même manière qu'un contenu peut engager quelqu'un. Tu as quelqu'un dans une newsletter qui reçoit plus ou moins du contenu qualitatif et qui comprend ce que tu essaies de faire et tu l'aides. Ça sera beaucoup plus efficace que toi qui vas essayer de te rappeler dans ton CRM d'avoir une discussion avec lui, etc. Ça peut mettre 2 ans, là où ça peut mettre 6 mois, etc. Donc, très vite, je me suis rendu compte en fait qu'effectivement, ce serait pas mal de mettre son pied dedans. Le podcast, effectivement, m'a montré en fait, effectivement, en générant des leads, que ça fonctionnait bien. Et surtout, quand je disais closing, c'est-à-dire que j'avais finalement très peu de choses à faire. J'avais juste à réduire le risque perçu, encore une fois, parce qu'il y avait cette question de, en fait, je sais de quoi tu parles, je sais comment tu fais. Et, voilà, tu vois. Donc, effectivement, aussi également, quand j'ai pu voir aussi également mon contenu que j'ai produit, et je me rendais compte d'un rendez-vous, c'était vraiment simple. Il fallait juste que je réduise, encore une fois, le risque perçu, en disant, voilà, vous allez réussir avec moi. Mais par exemple, j'ai entamé avec toi de manière sérieuse, on va dire YouTube, parce que enfin, il n'y a pas très longtemps, je partageais juste mes épisodes de podcast sur YouTube, mais là, du coup, enfin, tu m'as aidé à essayer d'identifier des formats en fait, spécifiquement pour la plateforme. Et donc, typiquement, un des formats que je fais, c'est une review en live de rendez-vous commercial. Et donc, je l'ai fait avec Edith aussi. Et derrière, en fait, j'ai eu je sais pas combien de leads de gens qui disent, en fait, je veux juste ça. Tu vois, genre, c'est même pas genre, ouais, qu'est-ce que tu proposes? Tu vois ce que tu as fait là dans la vidéo YouTube? C'est ça que je veux. Donc, bon, écoute, clairement, ça peut juste te convaincre, en fait, dire, en fait, ça rend les choses faciles. En tout cas, ça facilite les choses. Évidemment, là, on parle d'un service qui est peu cher et qui prend moins de temps. Mais même, en tout cas, je me rends compte en le testant en réel. Là, par exemple, la boîte dont je te parle, où parfois les deals peuvent être très longs, si je leur raconte rien pendant 7 mois, il va rien se passer, en fait. Et puis, il y a peut-être d'autres personnes qui vont leur parler, en fait. Donc, comme dans un monde où, effectivement, on est plus nombreux à pouvoir résoudre les mêmes types de problèmes, en fait, il faut que tu sois le plus pertinent, le plus smart, etc. Donc, le meilleur moyen de le montrer, il n'y a pas que, il y a aussi la partie, j'en parle aussi pas mal, la partie partenariat, la partie ambassadeur, etc. Mais pour moi, on est dans une période où, en fait, on ne peut pas se permettre de faire un truc. D'ailleurs, là, le call call nous le montre. C'est-à-dire que ceux qui ont que capitalisé sur le call call, aujourd'hui, ils vont devoir se réinventer. Ceux qui ont fait du call call, qui font de la prospection, qui font du partenariat et qui font aussi du contenu, ils ont un canal en moins et on peut-être réfléchir à rajouter peut-être un autre canal, du SEO, etc. Mais tu as toujours un canal qui fonctionne. Et pour moi, le contenu, on va dire que c'est pas le plus simple, mais ça t'aide aussi, je trouve, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais je pense que ça t'aide aussi également à avoir le juste positionnement, parce que ça te pousse à réfléchir à comment tu résous les problèmes de tes clients. Tu ne peux pas juste leur dire, je fais ça, voilà ma proposition de valeur. Il faut que tu construises du contenu qui va les intéresser, qui va leur résoudre, en fait, d'une certaine manière, leurs problèmes. Et je trouve qu'en fait, ça te permet de... Enfin voilà, tu vois, moi je le fais pour mon activité, je le fais pour mes clients, et je trouve que même, tu vois, pour mon activité, ça me permet d'affiner aussi également mes techniques de vente, de poser des mots. Je sais plus c'est qui disait ça, mais en fait le fait de faire des contenus, ça permet de structurer en fait ce que tu penses, comment tu résous les choses, etc. C'est Yann qui disait ça. Ok, Qui disait que justement, lui, le contenu, ça lui permet c'est un peu son laboratoire c'est ça. qui lui permet de mettre plein d'idées Ouais, et de les tester. Et moi, j'irais plus loin, c'est même tu les testes sur le public c'est ça. et tu vois si ça répond, c'est que là, tu touches à quelque chose et que tu peux développer Complètement. par la suite. Donc ouais, totalement. Mais tu vois, je rebondirais. Tu parles du contenu, tu vois, tu cisèles un peu le truc, mais est-ce que le partenariat, justement, tu peux pas en faire un contenu qui, du coup, deviendrait quelque chose de scalable? Parce qu'en fait, c'est ça aussi la force du contenu, c'est la scalabilité. C'est que tu crées quelque chose qui, une fois qui est posé, tu vois, génère des rendements d'échelle. Ouais, clairement, après, tu as différents types de partenariats, mais par exemple, là où tu as raison, par exemple, là, la boîte dont je te parle, on a différents types de partenariats. Partenariat vraiment pur produit technologique, donc là, ça touche vraiment au produit. Mais on a aussi également un partenariat, notamment avec une structure pour lequel, en fait, on les aide à construire du contenu c'est un pôle de compétitivité, pour toutes les boîtes qui adhèrent, en fait, à leur pôle de compétitivité. Et donc, on a créé, parce qu'on fait de l'IA prédictive,
on crée avec eux un contenu qui permette aux boîtes de comprendre l'IA prédictive aujourd'hui, c'est très différent de l'IA générative, et en quoi ça peut aider les boîtes aujourd'hui. Et donc ça, c'est nous qui mettons du temps de la bande passante des fondateurs là-dessus à créer un contenu incroyable qui va être diffusé par d'autres. Et donc forcément qui C'est ça va qui va ramener. Ouais, ramener des leads à qui? À nous. forcément. Donc oui, clairement, en fait, pour moi, la force du contenu, c'est ça. Et surtout, euh, c'est un peu comme, tu vois, la prospection outbound. Ce qu'on disait, c'est qu'il faut que tu sois, on parlait du multicanal. On disait, il faudrait que tu fasses du call, de l'email, du physique, parce qu'en fait, en fonction de ton prospect, il y a un truc qu'il va préférer, il y a un canal qu'il va préférer. Soit il préfère le téléphone, soit il préfère LinkedIn, soit il préfère les mails. Bah, le contenu, c'est pareil. Soit il préfère la vidéo, soit il préfère une newsletter, soit il préfère LinkedIn, soit il préfère Instagram, TikTok, peu importe. Mais du coup, tu peux... Moi, ce que j'aime avec le contenu, ça a été dur, c'est pas facile du coup de le faire, mais Bien sûr. c'est que bah, tu vois, d'un podcast aujourd'hui, je peux faire une pléthore de contenu. Parce que le podcast, je vais avoir une discussion avec quelqu'un. Ensuite, ça peut créer un contenu en fait que je vais moi-même faire toute seule. Ensuite, ça peut être une newsletter, ça peut être un post LinkedIn, etc. Là, aujourd'hui, par exemple, tu vois, au-delà du podcast, forcément, je fais beaucoup de distribution sur LinkedIn, etc. Bah, par exemple, tu vois, cet été, j'ai passé mon temps à reposter mes contenus qui ont parfois certains fois mieux marché que la première fois que j'ai publié. Donc ça aussi, c'est intéressant, parce que souvent, les gens ont l'impression de faire du contenu, de courir, alors qu'en fait, on peut réutiliser ce qu'on fait. Et puis aussi également, ça m'a permis aussi également cet été de, de re-switcher ce qu'on appelle du repurposing, mais tu vois, et de voir en fait, bah, ce sujet-là, en fait, j'ai vraiment il marche vraiment parce que Exactement. c'est, tu vois, typiquement, je prends un exemple, dernièrement, j'ai repartagé la semaine optimisée d'un sales full cycle. Première fois, il a fait un carton. Deuxième fois, il a fait un carton. Et donc, et je me rends compte en regardant les boîtes qui ont liké, me dire, OK, ça, c'est un vrai sujet. Peut-être qu'il faut que j'en fasse une vidéo, peut-être qu'il faut que j'en fasse quelque chose. Et peut-être surtout, d'un point de vue commercial, parce qu'on est là pour ça, c'est un sujet au sein de mes boîtes, quoi. Ouais. Il y a un problème d'organisation, d'optimisation du temps, des sales, etc., etc. Bon, je peux pas le faire, mais est-ce qu'il y a une offre à créer là-dedans? C'est-à-dire que aussi le contenu te donne une réponse sur les offres, sur que tu peux créer, etc. Donc Et, pour moi et- aujourd'hui, voilà. et c'est là où on parlait du changement, du switch, un peu du rôle du sales. C'est que le sales, il touche un peu, là, on parle de positionnement du coup. Ouais, Et donc, du coup, vu qu'il est sur le terrain, il peut aider les équipes marketing complètement. à se repositionner, à peut-être rechanger la proposition de valeur, le message, Exactement. etc., quoi. Exactement. Et là, le truc, c'est que bah, ce que je disais à chaque fois, c'est que je vois peu d'équipes marketing le faire. C'est de se dire, OK, toi, tu viens avec tes idées, c'est cool. Mais en fait, parfois, ton ICP, au bout d'un an, il a évolué, il a plus les mêmes enjeux. Et ça, les seules personnes qui peuvent le savoir parce qu'elles parlent avec des clients, c'est soit les CSM, soit les sales. Et donc, eux, ils ont besoin de ce contenu. Moi, j'ai vu beaucoup de frustration dans des équipes en mode genre, ça, si on donne ça à nos clients, ils seront intéressés, tu vois. Et parfois, tu as des contenus complètement à côté qui est créé, tu te dis, mais pourquoi? Enfin, tu vois, genre, moi, ça m'est déjà arrivé, même en tant que ça, de me dire, mais enfin, je vais en faire quoi, là, de ton e-book? Enfin, c'est vraiment tellement à côté. Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas ça qui répond aux enjeux des boîtes. Et je sais plus, c'était Alexandre qui disait, un de mes potes, qui disait un truc que je trouve intéressant, c'est que aujourd'hui, c'est limite, il faudrait créer du contenu pour lesquels les gens pourraient payer mais qui est gratuit, tu vois. Et je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que, bon, on voit pas mal ça aux États-Unis. Et tu vois, par exemple, il y a un contenu, bah, je t'en ai parlé, que je vais créer, qui est long, mais je pense que je vais faire une vidéo YouTube prochainement qui va durer peut-être 4 5 heures, parce que l'objectif, c'est que je raconte, en fait, euh, tout ce que j'ai appris en sales avec ma boîte, tu vois. De Day One, où tu as un produit qui personne ne connaît, qui n'a pas de client, à construire une équipe, recruter une équipe, onboarder une équipe, avoir 2 modèles économiques, piloter différents modèles économiques, mettre une stack qui... parce qu'en fait, bon, les outils peuvent changer avec le temps, mais la réflexion, elle reste toujours la même. Qu'est-ce que tu suis, qu'est-ce que tu pilotes, etc. etc. Donc, typiquement, ça, c'est le genre de contenu. Bah, pour moi, c'est un peu... c'est une formation gratuite qui est sur YouTube. Mais c'est-à-dire qu'un mec, demain, il monte sa boîte Day One, bah, il a un contenu de se dire, OK... et l'objectif, ce qui est pas facile, mais je trouve que c'est intéressant, c'est que que je le pense comme un contenu qui pourrait marcher dans 5 ans. Parce que peu importe qui est l'IA, peu importe, etc., les bases de la vente, les bases de marketing, moi, ce que j'aime bien, cette Godin dit, bah, en fait... les produits peuvent évoluer, mais la manière dont pensent les humains, ça Ça changera change jamais. pas. C'est pour ça qu'on reboucle, mais Ouais, pour ouais. moi, c'est pour ça que c'est une question d'humain, en fait, de relation avec les humains, la vente. Et ce contenu dont tu parles, il sera là pour aussi réduire l'hésitation et
En fait, Et le temps de bah, prise de décision. t'imagines, l'idée, c'est de dire à une personne, bon, peut-être qu'elle ne regardera pas les 4 heures, peut-être qu'elle regardera une demi-heure sur les 4 heures. Mais en fait, ok, c'est une personne qui sait vendre, c'est une personne qui sait recruter, c'est quelqu'un qui sait onboarder. Et en fait, dedans, l'idée, c'est pas juste que je dise en mode descendant, voilà comment il faut faire. C'est de raconter, en fait, pourquoi j'en suis arrivée à la conclusion qu'il faut faire comme ça. C'est par rapport à mon expérience à la fois passée en tant que cofondatrice, mais aussi en tant que personne actuellement qui à la fois continue à vendre dans un contexte compliqué et en même temps qui continue à accompagner des boîtes, tu vois, dans un contexte aussi compliqué. Euh, Tu vois, mais en fait, après, en fait, c'est marrant parce que plus tu fais du contenu, plus tu as envie d'en faire. Là, par exemple, j'accompagne une boîte qui a un retard de chiffre d'affaires assez conséquent. Donc, on espère qu'on va le combler. En tout cas, je suis là pour ça. Et donc, tu vois, en fait, bah, je mets des étapes, en fait. Et je me disais, mais en fait, je pourrais faire une série, en fait, avec ça, tu vois, en disant, bah, cette boîte-là, en fait, Day One, euh, ils ont à peu près 300 cas de retard. Comment on gère sur 2 trimestres de rattraper ce retard? Voilà ce que je mets en place. Et je me dis, bon, en fait, voilà. Bon, ça fait beaucoup de contenu après, parce que là, tu vois, j'ai une newsletter, j'ai un podcast, j'ai YouTube, C'était j'ai... ma prochaine question. En plus, c'était quelle place ça prend tout ça maintenant dans ton aventure Alors, entrepreneuriale, quoi. ça prend de la place, mais pas trop de place. Parce que je pense qu'en fait, c'est un truc que j'ai appris vraiment cette année. Avant, c'était douloureux, mais plus tu fais, plus tu sais. C'est comme la vente, tu vois. Genre, c'est un peu là aujourd'hui. Avant, avoir une idée de contenu, déjà, c'était dur. Mm. Maintenant, comme je produis tout le temps, c'est comme si tu es dans une émulation. Tu as toujours en fait des idées de contenu qui vont. Deuxièmement, bah aujourd'hui, comme c'est parti dans ma stratégie, j'ai du temps là-dessus. Et donc, je sais qu'il y a du temps où je fais mon podcast, etc., etc. Et cetera. Et que j'ai appris aussi également avec le temps que c'est la régularité qui t'apporte des résultats. Et pas forcément le... Alors, c'est peut-être un truc sur lequel je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais pas forcément le volume. Donc, moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai réduit énormément le nombre de posts que je fais sur LinkedIn. Et pourtant, c'est le moment où je marche plus sur LinkedIn. Parce que je sais que bah, ça va avec mon ADN de me dire, en fait, si je sors quelque chose, ça doit être un Faut que truc, ce soit faut que ce soit un bon banger. contenu, quoi. Voilà. Je sais pas si c'est un banger ou pas, mais tu vois, en tout cas, il faut que ce soit quelque chose où je me dis, en fait, je peux pas faire 5 contenus hyper Ouais. pertinents, tu vois. Ouais, du coup, ça prend quand même du temps, mais du coup, j'ai mis en place des stratégies, je pense, qui font que bah, tout ce qui est déjà avoir des idées, aujourd'hui, ça vient, ça fuse. Enfin, voilà, donc ça, c'est un truc qui En fait, prend c'est du un temps au départ. muscle que tu as. Ouais, c'est un muscle, voilà. Je pense qu'en fait, je pense qu'il faut pas croire que le seul moyen que le contenu te prenne le moins de temps possible et que, enfin voilà, c'est d'en faire beaucoup. Enfin, voilà, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de hack en fait là-dessus. C'est la régularité qui fait que son contenu il est meilleur. Moi, je sais que je pense que d'ici un an, il sera encore meilleur. Et aujourd'hui, mon contenu est meilleur qu'il y a un an. Donc, par contre, ouais, ça prend quand même du temps. Et surtout que j'ai fait un choix, par exemple, sur mes canaux, c'est podcast, parce que le podcast, c'est clairement... En fait, c'est un canal que les CEO de boîte ou les C-level écoutent pas mal. Plus qu'une chaîne YouTube. Par contre, YouTube, déjà, c'est un canal que j'aime bien. Ça, on n'en a pas parlé, mais en fait, il y a aussi ce que t'aimes aussi comme canal. Il n'y a pas que aussi... tu vois, LinkedIn, forcément, Que c'est la un... stratégie, Il y ouais. a la stratégie. LinkedIn, bon, tu fais du B2B, a priori, il faut que tu sois dessus. Mais alors, du coup, j'ai réduit un peu la voilure en fait du nombre de posts que je fais parce que j'ai envie de faire que des posts un peu vraiment très quali. Mais YouTube, j'aime ça. Déjà, en fait, moi, j'ai un truc avec l'oralité qui est beaucoup plus fort qu'avec l'écrit. Donc, voilà. Et en même temps, ça me permet de toucher aussi également un public beaucoup plus large, des gens même qui ne savent pas vendre, forcément. Là où le podcast, c'est beaucoup plus pour des gens Exactement. qui sont déjà bons, qui sont déjà dans le game, etc. Donc, en fait, pour moi, c'était Yann qui disait ça, je trouve qu'il a raison, et j'essaie de réfléchir comme ça, c'est que pour moi, chaque canal est un produit. Ouais, ça, c'est un écosystème, en fait. Exactement. Et aujourd'hui, la newsletter, c'est là où j'étais le moins sérieuse. Et là, je commence à être beaucoup plus sérieuse parce que, en fait, c'est surtout que j'ai une meilleure vision de à quoi ça va servir. En fait, je me suis rendu compte en regardant le contenu cet été, bah, là, du coup, en Égypte, ici, je me suis rendu compte que les gens aimaient beaucoup à chaque fois quand je faisais mes vrais retours d'expérience à moi. Parce que comme j'ai continué à faire de la partie vraiment terrain. Et donc, notamment, j'avais un contenu que j'ai droppé qui s'appelait pas du tout. C'est juste que j'ouvrais mon micro, 10 minutes, 15 minutes sur LinkedIn. Normalement, en fait, c'est pas du tout un format pour LinkedIn, tu vois. Et en final, c'est mes posts qui ont le mieux marché. Et donc, je me suis rendu compte, en fait, avec des retours aussi également, bah, les gens, ils avaient envie de ça.
Et notamment là, avec l'IA qui arrive, où tu vas avoir un côté un peu générique du contenu, bah, ChatGPT peut pas voler mon expérience, tu vois. Genre mon expérience de closing, telle discussion que j'ai eue avec telle personne. Et donc ça va avec le fait de raconter la nuance. Donc là, ma newsletter, elle est vraiment orientée sur je partage mes expériences de closing, je partage mes apprentissages. YouTube, c'est plus, on a travaillé ensemble, le côté plus mainstream. Donc, j'utilise des supports de pop culture. Donc, j'ai fait la vidéo sur Suits, la série Suits, sur le loup de Wall Street, etc., etc. Donc là, en fait, je vais utiliser plus ça. Ou bien, je fais des reviews de call de manière assez détendue. Donc là, c'est pour un peu toucher les gens qui vont se dire ah, la vente, c'est boring, j'ai pas envie, etc., ça me saoule, je sais pas faire, etc. Bah, faut les amener, en fait, voilà. Le podcast, comme j'ai dit, les gens un peu plus capés qui veulent avoir du contenu qualitatif. Et c'est déjà pas mal. LinkedIn, bon, bah, on va dire que c'est un outil qui me permet de partager mon expérience, mon expertise, mais aussi de communiquer sur tous ces canaux. Et là, j'ai pris la décision, c'est que j'avais un Instagram, il y a plein de gens qui me disaient ouais, boss Instagram. Non, ça, je vais supprimer. Ça sert à rien. Parce qu'il faut se focus. Mais ouais, ça prend du temps. Mais par contre, j'aime ça. Ouais. J'aime vraiment ça. Ouais, j'aime beaucoup ça, quoi. Ok, trop bien. Mais ce qui est intéressant, c'est cette granularité, en fait, où tu arrives à toucher plein de personas différents. Ouais, Et comme tu dis, en fait, c'est des produits qui, à terme, peuvent chacun donner exactement. aussi des fruits. Exactement. Bah, par exemple, tu vois, genre, je sens bien que la newsletter et même YouTube, parce que bon, c'est un peu la nouveauté de cette année, c'est que je vais lancer. Ça faisait longtemps que je le faisais pas parce que je savais pas trop comment le faire, mais là je vais le faire. Donc je vais lancer une formation. Bah, clairement, les gens qui suivent ma newsletter et qui suivent YouTube, bah, ça va être un peu aussi également le canal en fait pour ce nouveau produit qui n'existe pas encore, que je suis en train de construire là actuellement. Donc déjà, ça c'est la première chose. Là où le podcast, c'est beaucoup plus un support pour que les gens euh, comprennent jusqu'où va mon expertise. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus quelque chose qui va permettre de vendre mes services, notamment la partie consulting ou autre, etc. Et après, au-delà de ça, moi, tu vois, il y a le côté un peu, peut-être que tout le monde pense contenu, vente, on a raison de le faire, mais moi, en fait, le contenu, c'est aussi également participer à un écosystème. Je refuse de. Enfin, j'aimerais arriver à un moment où, en fait, on se dise pas, il y a le contenu des États-Unis et le contenu français, tu vois. Qu'on ait un contenu sales européen, français, si tu veux, qui soit assez qualitatif pour nos problématiques à nous. Parce qu'on a parlé tout à l'heure, parfois le contenu américain, il est hors sol par rapport à notre marché. Enfin, tu vois, genre, quand tu vois les techniques de prospection des Américains, tu te dis, bon, bah, écoute, moi j'ai un petit marché, j'ai un TAM avec 300 boîtes, si je fais ça, je tue mon TAM, quoi. C'est pas la même personnalité, tu dois parfois être un peu plus fin, un peu plus, voilà, qu'aux États-Unis. Et encore, ça commence quand même pas mal à changer. Donc voilà, donc pour moi, c'est aussi participer à créer du contenu francophone de qualité sur le sales qui soit poussé, quoi. Aussi. Il y a vraiment aussi cette envie-là, tu vois. C'est pas que le fait de générer des leads. Trop bien. Et c'est pour ça que je pense que je continue à en faire beaucoup et que, bah, tu vois, si je fais une vidéo YouTube le week-end, bon, je kiffe, tu vois. Je me dis pas que c'est un truc, c'est Pas une chiant. corvée, C'est quoi. pas une corvée, quoi. Ouais, trop bien. Peut-être la dernière question. Euh, on parlait de cette approche des 100 épisodes. Si tu devais me sortir un épisode que je devais absolument écouter. Aïe. Ah là 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 là. Parce que j'en ai trois en tête. Mais on va dire que l'épisode Allez, top 3 si tu veux, on est top gentil. 3. Premier, c'est le premier que j'ai fait avec Laurence Ebarek, où on parle de closing, on parle de spice, on parle d'indécision, on parle de tous les sujets dont j'ai parlé là actuellement, de notre capacité à. L'enjeu, c'est pas faire du FOMO, mais le problème, c'est le FOMU, le Fear of Mixing Up, qui est d'aller dépasser l'indécision. Donc ça, c'est un podcast qui marche beaucoup, mais qui est vraiment très cool. On va dire le deuxième podcast, c'est avec Grégoire de l'Emlist, qui est un des meilleurs sales que je connaisse, qui est passé lead manager là dernièrement, ça m'étonne pas, c'est un tueur. Où je pense que par rapport à ce qu'on a dit là, c'est le sales du moment, quoi. À la fois, il est très bon en conversion, en capacité à présenter son produit, à l'amener, à avoir de bonnes stratégies, que ce soit de la prospection à la conversion. Et en même temps, il adore travailler avec le marketing. Et il a des vraies stratégies sur comment bosser avec le marketing pour pouvoir l'aider à signer ses comptes. Donc, ça, c'est vraiment. C'est intéressant parce que quand on parlait du profil du Sales 2.0, entre guillemets, moi je pensais à Guillaume.
Eh Guillaume Houbèche, du coup, bah, qui Grégoire, lui est ouais. arrivé avec ce contenu, avec un contenu nurturing, etc. Et quand je l'avais interviewé, il disait justement que la vente, c'est créer de la confiance, créer une relation. Et lui, c'est ce qu'il faisait à travers ses vidéos. Donc c'est un recrutement réussi en tout cas. Bah, lui, franchement, c'est vraiment un des meilleurs sales que j'ai. Et un troisième, on va dire, c'est avec Alexis Martial. Pourtant, c'est un des podcasts les plus sous-cotés, où, en fait, justement, je trouve que c'est un podcast à écouter, peu importe la période. Parce qu'on parle pas de... Lui, en fait, son job, il bosse avec beaucoup de boîtes américaines. Et son job, c'est d'intégrer l'IA dans les go-to-market des boîtes. Ok. Donc, il est vraiment sur la partie RevOps. Et du coup, ils parlent en fait de basiques, mais qui pour moi vont marcher dans 5 ans, dans 6 ans, peu importe que la technologie avance. Il y a des basiques de la vente et du marketing qui sont là, sur comment tu construis ton TAM, comment tu vas chercher les bons intent data, etc., les bonnes informations, comment tu te sers des intent data, etc. Donc pour moi, ouais, on va dire que c'est mon top 3 Trop aujourd'hui. bien. Bah écoute, on va clôturer sur ça. On va Merci faire énormément, le Valdi. closing. Merci pour ton temps Bah, merci à toi, en tout cas, d'avoir accepté de m'interviewer, c'est trop et cool. à très vite. À très vite. Prends soin de toi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.